Il est l'un des Français les plus connus au monde. Son nom à lui seul évoque la France à l'international grâce à un monument mythique. Si la vie de Gustave Eiffel, en tant qu'ingénieur et concepteur, est bien documentée, on sait moins de choses sur son enfance et sa jeunesse passées ici à Dijon. Car oui, c'est bien dans la Cité des Ducs que Gustave Eiffel a vu le jour et a grandi. Il a d'ailleurs entretenu avec Dijon des rapports étroits durant toute sa vie, n'en déplaise à une vieille rumeur qui voudrait qu'il ait fait une croix sur sa ville natale. Évoquer la vie de Gustave Eiffel, c'est parler de son enfance, de sa jeunesse, des personnes qui ont compté pour lui, mais aussi de ses inspirations et de ses ambitions. C'est cette histoire que le bien public vous raconte dans un documentaire inédit. C'est ici, sur le port du canal de Dijon, qu'a vu le jour Gustave Bonnickhausen dit Eiffel le 15 décembre 1832. Un lieu qui ne doit rien au hasard, puisque sa mère dirigeait une entreprise de charbon. Pour se faire une idée, il faut imaginer ici d'importants chargements de charbon venus des mines d'Épinac. Catherine Mélanie-Moneuse était devenue l'unique entrepositaire de ces mines pour Dijon et les régions voisines, comme la Haute-Marne. Le papa, c'était Alexandre Eiffel. Il venait de Paris. Et il avait été amené à Dijon par hasard, on pourrait dire, parce qu'il était dans l'armée. Il a fait tout un tas de batailles. Bon. Et puis, quand il a été démobilisé, il a trouvé un emploi à la préfecture de Dijon. Et là, il a rencontré Mélanie Moneuse, une jeune Dijonnaise, qui à l'époque habitait rue Turgot avec ses parents, et dont le père tenait un petit commerce de bois sur le bord du canal. Voilà. Alors c'est une femme étonnante, d'une rare personnalité, très en avance sur son temps. Tenir un commerce de houille en bord de canal, c'est un milieu d'hommes, et finalement elle s'impose. Elle s'impose par son autorité personnelle, par son intelligence, par son sens des affaires dont héritera son fils indéniablement, mais également avec une connaissance finalement des techniques nouvelles et qui vont lui permettre de conseiller son fils tout au long de sa vie. Le commerce de houille venant des mines d'Épinac, le début des wagonnets de transport de cette houille sont finalement des indicateurs décisifs pour souffler à l'oreille de Gustave Eiffel l'intérêt de se tourner vers la construction métallique. Donc tout prend sa source au bord du canal et c'est étonnamment émouvant. Eiffel tout petit, il a été mis en nourrice d'abord à Corcelles et puis ensuite rue Victor Dumais, une nourrice sèche, et ensuite il était à la garde de sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle habitait rue Turgot, une maison qui existe encore. Il y a une espèce de grande cour et puis il y a des maisons assez modestes, c'était des gens modestes. Et quand il sortait de l'école, il rentrait chez sa grand-mère. Il allait voir ses parents que le dimanche et puis il en était fort triste. On a retrouvé des courriers qu'il écrivait là, mon cher papa, ma chère maman, j'ai hâte de vous retrouver, enfin, etc., etc. quoi. L'enfance de Gustave Eiffel n'a rien de très drôle, manifestement. Cet enfant, très affectif par ailleurs, est élevé de façon assez austère, avec des moyens qui sont des moyens très simples, d'une famille modeste qui, même si elle va s'enrichir tout au long de la vie des parents de Gustave, donc durant notamment l'enfance et l'adolescence de Gustave Eiffel, cette enfance est difficile. D'abord, sa mère n'est jamais là. C'est une femme d'affaires qui travaille toute la journée, c'est rare pour l'époque. Ensuite, son père est quelqu'un d'un peu plus effacé, mais attentif à son fils, va donc venir, je dirais, l'extraire des journées trop longues qu'Eiffel, jeune, passe chez sa grand-mère. Donc ça, c'est le tableau, si vous voulez, d'une enfance très simple, très modeste. Mais malgré tout, de l'espoir, de l'espérance, de la foi dans le progrès, insufflé par sa mère, ses parents qui travaillent et qui progressent dans la société, progressent aussi dans leur cadre de vie et finalement vont tout faire pour que ce jeune Eiffel ait toutes les chances de réussite dans la vie. Voilà, je dirais, le cadre de départ qu'on trouve à Dijon qui est fondateur de cette prospérité familiale grandissante et surtout de la réussite d'Eiffel jeune.
Gustave Eiffel a été scolarisé à Dijon en commençant par l'école mutuelle de la rue du Petit Potet avant de se rendre ici, au Collège Royal, actuel Collège Marcel Pardet, un lieu dont il ne gardera pas un souvenir impérissable comme en témoigne un de ses écrits. Pour moi, toutes ces années de collège, avec leur pensum, leur retenue, leur abus de leçons apprises par cœur, le dégoût de ces séjours dans les locaux malodorants, sombres et froids, ont laissé dans ma mémoire la plus triste impression. Il dit qu'il s'ennuyait pas mal à l'école, que d'abord le collège c'était affreux, il y faisait froid, on mangeait mal, enfin c'était vraiment un mauvais souvenir, on avait des mauvais traitements, mais bon c'est l'époque qui voulait ça aussi, hein. Vous aviez pas des internats chauffés à 22 degrés, hein, faut pas rêver. Et, donc là après il s'est révélé en première et terminale. C'est à ce moment-là qu'il a compris que ça servait de faire des études, enfin tout ça. Et là, il a vraiment acquis des bonnes bases et il était d'un très bon niveau quand même parce que il a eu le bac lettres et le bac sciences la même année. Et il avait un bon niveau puisqu'à partir de là, il a pu intégrer le collège Sainte-Barbe à Paris pour préparer. Il voulait préparer Polytechnique et puis finalement. Il a eu l'école centrale. Après ses études, Gustave Eiffel commence à travailler et quitte ainsi Dijon. Il lui faut alors trouver une épouse avec deux priorités, la dot pour continuer son entreprise, mais aussi l'assurance d'avoir des héritiers. Donc il a contacté sa mère pour que sa mère lui trouve une épouse à Dijon parmi leur cercle de relations. Voilà. Et donc elle en a parlé à Monsieur Regnault, puisqu'à l'époque ils habitaient au Castel, les parents de Eiffel. Et Monsieur Regnault a proposé sa petite fille qui allait avoir bientôt 17 ans. La cérémonie s'est passée à Dijon. Alors on a la lettre où il explique à sa maman: je veux quelque chose de rapide, très peu d'invités. Nous repartirons dès le lendemain pour ces chantiers quelconques, quoi, pour Bordeaux, je crois, c'était à l'époque. Et donc, ils se sont mariés à la mairie de Dijon, à l'église Saint-Bénigne, et puis la petite fête a eu lieu au Castel. Dès les premiers mois de son mariage, il a tout de suite écrit à sa maman pour lui dire que on s'entend très bien, la petite est très gentille, enfin, etc., etc. Et ils se sont effectivement parfaitement entendus. Je suis très satisfait que tu sois contente de Marguerite, car je l'aime bien et elle aussi. Nous sommes très heureux l'un avec l'autre et nous n'avons pas eu le moindre nuage ensemble. C'est quand même une histoire triste parce que donc ils ont eu 5 enfants. Et puis, son épouse, donc qui s'appelait Marie, mais qu'on appelait Marguerite pour ne pas la confondre avec la sœur, elle est décédée à l'âge de 32 ans. Donc, elle ne s'est jamais remariée. Il est resté veuf toute sa vie. Et c'est sa fille aînée qui remplaçait en quelque sorte la petite sœur qu'il maternait avant. Et c'est elle qui l'a accompagné partout dans ses voyages, quand il a fait le pont de Porto, quand il a fait tout un tas de choses. C'était sa fille aînée qu'il maternait. Entre son enfance sur le port du Canal, son adolescence au Castel, ses études et son mariage, la jeune vie d'Eiffel à Dijon est déjà bien remplie. Pourtant, dès le 19e siècle, son image, y compris ici à Dijon, a été quelque peu écorchée. La compagnie se porte mal et effectivement, en faisant faillite, entraîne aussi Eiffel dans sa chute. Et c'est une chute véritablement très, très grave d'un Eiffel qui, après avoir été porté au nu et traîné dans la boue, est humilié au point que la blessure est grande et forte et il arrêtera de construire pour cette raison-là.